Vous pouvez vous saisir de vos micros, déjà, parce que bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Oui. Oui. Et vous? Ça va, merci beaucoup. C'est bien de se poser cette question-là, est-ce que ça va, vu qu'on va quand même parler de la fin du monde. Donc, est-ce que... Et vous, ça va? Ouais. Pour l'instant, voilà, ça va. Je sens qu'on va être très joyeux. Ouais. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Quand on m'a donné le sujet du débat, attendre la fin du monde, je me suis dit que c'était quand même beaucoup une affaire de vocabulaire, cette question de attendre la fin du monde. Parce que moi, la première question qui me vient, que je me suis posée en regardant aussi ce sujet, c'est mais de quelle fin du monde on parle, en fait? C'est quoi la fin du monde? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire mais de quelle fin du monde on est en train de parler, en fait? Peut-être Roland. Alors oui, je peux commencer parce qu'en astrophysique, il y a des événements stratosphériquement catastrophiques où c'est la fin du monde au sens la Terre finito. Donc ça arrive, enfin ça arrive. Non, pas jusqu'à présent, mais ça pourrait arriver. Donc l'idée qu'un objet comme la Terre, qui est un gros objet, soit détruit par un cataclysme titanesque. Alors ça pourrait être la collision avec un objet de grande taille, mais vraiment de très grande taille, donc comparé avec celle de la Terre. Ça pourrait être l'explosion d'une supernova. Alors dans les supernovas, c'est-à-dire une étoile en fin de vie, une étoile massive en fin de vie, mais il se trouve que ce n'est pas notre Soleil précisément, donc ça tombe bien, ça n'arrivera pas. Mais une planète en orbite autour d'une étoile massive en fin de vie qui explose comme supernova, elle va dérouiller, quoi. Elle ne va pas être rendue en poussière, mais ça va dérouiller. Donc la fin du monde au sens le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la planète, l'objet céleste sur lequel nous vivons, c'est envisageable. Pour le cas de la Terre, ça ne va pas être facile, parce qu'il n'y a pas tellement de gros satellites qui pourraient nous rentrer dedans, ou de gros objets qui pourraient nous rentrer dedans dans le système solaire. Il n'y a pas de supernova dans notre système solaire. Le Soleil n'est pas assez massif, elle finira sa vie. Il y aura des petits problèmes à la fin, mais ce ne sera pas la fin de la Terre. Ça va la transformer, mais il restera la Terre. Le caillou Terre transformé restera même pour des milliards et des milliards d'années. Donc, en astrophysique, il peut y avoir des fins du monde, pour peu que ce monde ne soit pas la Terre, mais une planète hypothétique dans des endroits curieux. Donc là, quand on parle d'attendre la fin du monde, donc c'est pas la fin de la planète Terre, c'est la fin de quoi alors, peut-être Catherine, quand on parle de la fin du monde? Alors il y a plusieurs fins du monde. Là, je vous renvoie à un essai extrêmement bien écrit par Katie Stewart avec un D et qui s'appelle Repenser la science-fiction. Vous notez, hein, faut le lire. Vous allez sortir avec une bonne liste de choses à voir et à lire, hein. Ça, je vous préviens. Et en fait, elle explique qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont déjà vu la fin de leur monde, notamment grâce au colonialisme, mais pas que. Donc il y a déjà beaucoup de mondes qui ont vu leur fin et ma foi, le monde a continué sans elle et sans eux. Est-ce que la fin du monde telle qu'elle nous l'est annoncée par les météorologues est pour demain? Oui, ne jamais parler à un météorologue si vous voulez ne pas avoir envie de mourir. Donc d'après Roland, ça ne sera pas la fin de la vie sur Terre, hein. Il y a suffisamment de bactéries planquées dans les coins pour tout repeupler. Est-ce que ça sera la fin de l'humanité? C'est de l'ordre du possible, et globalement de la mégafaune dont on fait partie, c'est de l'ordre du très possible. Bref, il existe différentes fins du monde à plus ou moins longue échéance. Donc en fait, on parle de la fin d'un monde et non pas la fin du monde. C'est un peu ça l'idée. Je joue sur les mots là aussi, Monté. Fais-toi plaisir. Merci. Ils ne m'appartiennent pas. Mais donc, comment ouais, alors passer après choses. ça, ouais. Alors, putain, c'est pas moi qui vais vous remonter le moral, c'est terrible. Ouais, moi j'ai cette idée de... Enfin, le monde tel qu'on le connaît, c'est aussi les gens qui nous entourent, c'est nos habitudes, c'est notre culture, c'est notre langue, c'est ce qu'on vit et la façon dans laquelle on a de le vivre. Et en fait, moi je vais prendre un exemple très concret. Moi j'ai l'impression que le monde dans lequel j'ai grandi n'existe plus, déjà. Moi j'ai grandi à la campagne, dans une zone très rurale. J'ai eu Internet quand j'étais adolescent, mais vraiment on avait un Internet compliqué. Et ma sœur a 10 ans de moins que moi, et elle n'a pas du tout eu la même enfance que moi. Mais genre vraiment pas. Elle a grandi avec les réseaux sociaux, elle a grandi avec Internet, et on n'a pas du tout les mêmes expériences de vie, on n'a même pas du tout le même rapport à l'adolescence. Parce que nous, alors qu'on se retrouvait tous pour jouer dehors, eux, ils se retrouvaient tous chacun chez soi pour discuter via les réseaux sociaux. Et je dis ça alors que bon, j'en ai fait mon métier. Donc en fait, le monde dans lequel j'ai grandi, moi j'ai l'impression qu'il n'existe déjà plus.
Et en plus, c'est ce truc de je viens d'une zone où il n'y a pas d'enseignement supérieur, il y a un seul lycée général pour tout le sud du département, et en fait, tous les gens avec qui j'ai grandi sont tous partis dans des endroits différents, donc même socialement, tous les gens avec qui j'ai grandi, en fait, toute cette vie sociale n'existe plus non plus, quoi. Elle a péri. Mais j'en ai reconstruit une autre, et le monde a changé, quoi. Donc un nouveau monde naît aussi d'un monde qui se termine, en tout cas sur le plan social. Alors, est-ce que le nouveau est meilleur? Ça, je sais pas. Mais donc moi, il y a cette idée de... on voit souvent les choses comme un point fixe, et on se retourne souvent en le regardant, alors qu'en fait on est tout le temps dans une perpétuelle transformation, évolution, et on oublie un peu ça, on oublie un peu cette notion de continuum, quoi. Voilà. Mais bon, c'est... Oui. Moi, je serais assez d'accord. En fait, il n'y a pas... déjà, il y a la fin des mondes, parce qu'il n'y a pas un monde. Plus proche. Plus haut, ouais. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un monde, mais des mondes. Enfin, c'est un peu prétentieux ou présomptueux en disant c'est la fin du monde. Non, enfin, pour moi, il n'y a pas un monde, mais à l'échelle de notre société, il y a des mondes, donc la fin des mondes. Et puis, je serais assez d'accord en disant c'est la fin d'un monde, mais tous les jours, le monde est différent, et le monde de chacun. Et le monde, c'est ce que vous avez dit, c'est l'ensemble de nos relations humaines. Donc en réalité, après cette conférence, le monde va changer. Le monde de chacun d'entre nous, d'avoir écouté mes co-tables rondes. Voilà, donc il n'y a pas la fin du monde. Donc c'est pas la fin du monde, ça c'est sûr. Ah bah oui, finalement, c'est plutôt positif. C'est pas la fin du monde. On n'y est pas Vous encore. allez être beaucoup mieux après cette table ronde. Parce que votre monde aura changé, et il sera rayonnant et brillant. Mais au sein de la planète, la planète Terre, Roland, je crois qu'il y a déjà eu plusieurs fins du monde en réalité. Enfin, le monde a... enfin, si on est un dinosaure, par exemple, il y a déjà eu la fin du monde. Si on est un dinosaure, évidemment, on a dérouillé, quoi. C'est sûr que... Alors ça, c'est... pareil, c'est dans le vivant. Donc, Monté parlait de transformation. Bon, les êtres vivants actuels ne sont pas ceux qui étaient il y a 10 000 ans, 100 000 ans, disons des millions d'années. Et même au début de la Terre, il n'y avait même pas du tout d'êtres vivants sur Terre. Il y a un moment donné où la vie est apparue sur Terre. Et à partir de là, c'était déjà aussi la fin d'un monde stérile qui était la Terre. Et puis qui est devenu avec des êtres vivants microscopiques qui se sont développés, qui ont évolué jusqu'à ce qu'on voit maintenant. Donc il y a eu des... Alors là, ça s'appelle les extinctions, évidemment. Quand on parle de biologie, ça s'appelle les extinctions. Il y a eu des extinctions plus ou moins violentes, enfin au sens percutantes, ou des extinctions plus longues. Dans le cas des dinosaures, elle a été doublement provoquée par des éruptions volcaniques dans les Traps, dans le Décan actuellement, dans le Décan indien, et puis par une météorite. Alors là, c'est un effet plus boum, c'est d'un coup. Quand on parle aussi de fin du monde, on peut avoir aussi, à la fois, il y a la question de continuité. Ça peut évoluer parce que ça change tout le temps. Donc, en fait, il n'y a pas de fin. C'est une transformation permanente. Mais il y a aussi, de temps en temps, des événements qui sont instantanés, enfin, très brefs, au sens très court par rapport aux échelles de temps habituelles. Ça ne veut pas dire quelque chose. Court, est-ce qu'une seconde, c'est court? Oui, c'est court pour mon échelle de temps. Mais une seconde, pour un atome, c'est déjà une échelle absolument considérable. Donc, une échelle de temps courte vis-à-vis d'échelle de temps habituelle. Donc, l'impact d'une météorite, la météorite Crétacé-Tertiaire des dinosaures, bon, elle est arrivée et elle a traversé la Terre, l'atmosphère de la Terre en une fraction de seconde, elle a frappé le sol et voilà. Et il s'est passé des trucs après, et ça a eu des conséquences sur des millions d'années. Donc il y a aussi cette idée-là, peut-être dans Fin du monde, l'idée qu'il y a un avant, il y a un après, parce qu'il y a un événement daté qui est bref, dont l'épaisseur temporelle est brève par rapport au grand schéma. Alors que dans les transformations dont parlait tout à l'heure Monté, il y a l'idée que ça se transforme tout le temps, donc il n'y a pas vraiment d'événement, ça change un peu tout le temps, et l'échelle de temps du changement, elle est l'échelle de temps de la vie, de la vie d'un humain, par exemple. Et donc il y a aussi ces deux aspects-là, c'est pas que spatial. Le monde, ici, si cette zone-là est détruite, la fin de notre monde est assurée, si c'est détruit instantanément, mais il n'y a pas que spatial, il y a aussi temporel. Et donc les extinctions, telles qu'on se les représente, c'est des événements qui peuvent être assez longs, en termes de centaines de milliers, voire de millions d'années, mais qui restent brefs au regard des milliards d'années de l'âge de la Terre. Catherine, tout à l'heure, vous parliez de fin aussi du monde. Il y en a eu plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs notions, et notamment, est-ce que vous pourriez peut-être développer encore un petit peu plus cette notion que la fin du monde, elle a été vécue à plein d'endroits par plein de personnes différentes en fonction de là où on est, parce qu'on parlait d'échelle de temps, mais il y a aussi une échelle parfois de lieu, en fait. Il y a des échelles civilisationnelles, puisque globalement, la civilisation occidentale, dite blanche, a connu une expansion à partir, on va dire, 1500,
Et je crois qu'ils ont conquis tous les pays du monde, sauf ceux qui ont été conquis par les Japonais. Voilà. Donc systématiquement, les occupations ont été des occupations de destruction civilisationnelle, sous des prétextes souvent religieux. Il y a énormément de dieux qui sont morts à cette époque, sous des prétextes religieux et pour des vraies raisons purement mercantiles, purement impérialistes et purement de détournement des ressources sur des ressources naturelles ou pas naturelles d'ailleurs disponibles dans ces pays-là. Donc il y a énormément de civilisations qui déjà ont été détruites, et ce de façon extrêmement brutale, puisque le grand génocide amérindien, je crois que c'est 90% de la population en moins d'un siècle. Et si on imagine que les Blancs ont vaincu les natifs américains par la grâce, la force de leur technologie, vous pouvez leur rire au nez, c'est par la crasse. C'est les maladies qu'on a importées qui ont détruit de façon massive, tout simplement parce que nous, on était sales, parce qu'on vivait avec nos animaux. Donc on vivait avec des vaches, avec des porcs, avec des chevaux. Donc on avait plein de maladies, on s'en souvient plus, mais il y a encore un siècle, la morve du cheval, c'était quelque chose d'infâme. La tuberculose, probablement une transmission bovine, etc. Donc on est arrivé, on était comme des espèces de boîtes de pétri débordantes, et on a répandu des germes épouvantables dans les deux Amériques. Et si un jour on vous dit ah oui, mais en échange ils nous ont refilé la syphilis, sachez que non, la syphilis on l'avait déjà, mais il y avait probablement une souche syphilitique européenne et une souche syphilitique américaine qui, en se rencontrant, se sont potentialisées pour aboutir à la grande épidémie de syphilis qui a ravagé un peu toute la Terre jusqu'à l'arrivée des antibiotiques. C'était quoi la question ? Oui, enfin voilà, la civilisation occidentale a un peu ratatiné la totalité des civilisations humaines sur toute la surface du globe entre, en gros, 1500 et 1900. Non, parce qu'en fait, voilà, ce que je voulais définir, c'était l'idée que quand même la fin du monde, c'est une notion qui est très large, qui a plein de sens différents, et que chacun, en fait, finalement, même en fonction aussi de chacun de vos spécialités et de vos regards, cette expression va avoir un sens différent. Mais quand on observe notamment les expressions religieuses chrétiennes qu'on voit en Amérique du Sud, il y a souvent des formes de rites importants autour de la mort qui, a priori, viendraient justement de cet immense génocide, de cette surmortalité qui a littéralement traumatisé, j'allais dire, toute cette population, en tout cas les 10% qui ont survécu de cette population. Donc il y a encore des souvenirs. C'est pas simplement tiens, là, il y a une population qui est morte et ce n'est pas très grave, il y en a une autre qui la remplace. Les personnes qui vivent sur place ont été profondément marquées dans leur psyché par le souvenir de ces grands massacres. Donc ça ne se fait pas, évidemment, un génocide, ça se fait forcément dans la douleur, et ça laisse des traces traumatiques pendant les siècles des siècles. Donc en fait, finalement, est-ce que attendre la fin du monde et avoir peur de la fin du monde, c'est avoir peur du changement ? Parce qu'on disait tout à l'heure le fait que quand c'est la fin d'un monde, il y en a un autre qui arrive, il y a quelque chose qui se crée. Donc est-ce que finalement, quand là on a peur de la fin du monde, c'est qu'on a peur d'un changement ? Je me pose vers Anne. Ouais, non, moi je dirais qu'il y a certains mondes dont on a hâte qu'ils finissent. Donc demander à un collégien dans certaines conditions, il a hâte que son monde du collège termine et qu'il aille au lycée. Donc je pense que ça dépend vraiment du monde. C'est pas forcément la fin d'un monde. Enfin, c'est bien la disparition d'un monde, mais dans certains cas, c'est tout à fait souhaitable que ce monde-là disparaisse. Oui, ça, il y a l'idée du passé faisons table rase. C'était vraiment pénible, et maintenant que ça dégage et qu'on passe à la suite, normalement, espère-t-on meilleure, plus brillante, plus agréable. Mais effectivement, ça peut être une transition, on peut espérer ça comme une transition, idéalement pas trop violente, mais qui permette de passer d'un état où c'était pas très agréable, comme dit Anne Peggy, vers un état meilleur. Donc la fin d'un monde ou la fin du monde, c'est pas forcément négatif, ça peut être voulu, souhaité, et on attend que ça advienne.
Alors, juste la fin du monde, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, et on a l'impression que tous les 5 minutes, ça va être aussi la fin du monde, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on entend parler, comme je sais pas, moi, le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on entend parler, c'est une réalité. Il y a plein de choses auxquelles on fait face à l'heure actuelle et on a l'impression de ne pas maîtriser, mais il y a aussi des mots qui nous entourent de plus en plus, des mots comme collapsologie, comme effondrement, l'éco-anxiété. Enfin, il y a vraiment beaucoup de mots comme ça qui soit apparaissent, soit réapparaissent. Je me tourne vers Monté aussi. Est-ce que finalement ces mots qu'on entend maintenant, moi collapsologie c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps en réalité, est-ce que d'une certaine façon on s'auto-prépare, on se met dans un conditionnement pour se dire de toute façon tout va tomber? On fait porter beaucoup de charges aux mots, on leur donne vraiment beaucoup, des fois beaucoup trop d'importance, en vrai. Je sais qu'on dit souvent que les mots, ils ont un sens et on les prend un peu par-dessus la jambe. Et des fois aussi où c'est pas parce que tel mot rentre dans le dictionnaire qu'il vraiment il est structurant de la pensée globale des gens et qu'il est même d'ailleurs intégré dans le lexique de chacun. Et on focalise aussi beaucoup sur quelques nouveaux mots qui peuvent rentrer, et d'ailleurs souvent pas sur tous, parce qu'en fait il y en a dans le dictionnaire, d'ailleurs dans les dictionnaires, des mots, il y en a qui rentrent chaque année, même d'ailleurs sur le Wiktionnaire tous les jours, et il y en a qui en sortent aussi au même rythme, quoi. Je ne suis pas sûr que ça dise grand-chose en vrai de cette société. Alors ça dit forcément un peu, ça dit aussi d'un contexte, j'imagine, peut-être plus culturel d'ailleurs, ou artistique même des fois, ou politique, ça peut, mais pour autant... il y a ce truc de... on n'envisage pas le monde qu'à travers les mots, on envisage le monde quand même un peu plus largement que ça. Et souvent, il y a un peu cette vision réductrice de si dans le récit, on va avoir, ou si dans telle langue, on va avoir tel mot, tel mot, tel mot, c'est parce qu'en fait, la population pense comme ci, comme ci, comme ça. Alors, ça peut être vrai. Et il se trouve que le problème, c'est aussi, d'ailleurs, les échelles de temps linguistique sont aussi un peu... Alors, ils sont un peu moins longs que ceux de l'évolution des mammifères, certes, mais en fait, on ne le perçoit pas à vie humaine que les langues, elles évoluent. Et les langues évoluent beaucoup plus lentement que, genre, dans leur essence, que le lexique qu'elles peuvent emprunter, ou que des fois, ce qui peut se passer autour d'elles historiquement, ou que l'évolution des sociétés, que l'évolution même de la société. Et en fait, on ne peut pas faire de... je fais un pas de côté, mais... on ne peut pas essentialiser, par exemple, une langue à ses propriétés grammaticales. Typiquement, le turc est une langue qui n'a pas de genre. C'est une société, la Turquie est une société extrêmement genrée. L'Islande connaît 3 genres, puisque ils ont le système encore genré du proto-indo-européen qui était parlé il y a 6000 ans. On a quand même fait du chemin socialement depuis. Et du coup, c'est une société plutôt progressiste. Et en fait, on ne peut juste pas faire des équivalences assez simplement un peu trop facilement essentialistes. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Bah, si, ça répond à ma question, mais moi j'ai une autre question. Enfin, après, j'ai cette sensation-là. Est-ce que autour de la table, il n'y a pas vraiment une table en fait. Enfin, la notion de table ronde quand même est beaucoup plus conceptuelle que réelle. Mais est-ce que ça ne crée pas quelque chose d'un peu anxiogène qui nous conditionnerait un petit peu quand même, que ces mots-là soient un peu plus employés? Camus dit que le début du mal, c'est quand on nomme mal les choses. Donc à partir du moment où on affronte effectivement un dérèglement climatique, c'est quand même pas mal d'avoir un certain nombre de termes pour arriver à mettre un mot sur l'état dans lequel on est, ce qu'on ressent. Parce que c'est pas mal, parce qu'après on se rend compte que tout le monde est un petit peu dans le même état. Donc du coup, on peut faire collectif pour essayer d'arranger les choses. Donc je trouve très important que ces mots existent et qu'ils soient utilisés collectivement. Alors maintenant, effectivement, il peut y avoir du côté des médias, comme ils ont besoin de vendre ou de faire du clic comme vous préférez. On sait que l'émotion et les émotions négatives, c'est quand même ce qui clique le mieux, donc il peut y avoir une surenchère. Alors malheureusement, il semblerait que le niveau de catastrophe du dérèglement climatique qui nous arrive devant soit tellement élevé que non, en fait, c'est pas de la surenchère. Mais je voudrais pas plomber l'ambiance, donc je vais arrêter là.
Parce que jusque-là, on était presque content que c'était la fin du monde. Donc, Il y a oui. quand même aussi des mots qui peuvent être forgés pour un certain discours, parce que malgré tout, même comme je suis assez d'accord avec Monté sur la question des mots, malgré tout, il y en a quand même qui essaient d'utiliser les mots pour faire passer des idées. Et quand on dit développement durable ou quand on dit croissance verte, on laisse attendre que peut-être il va y avoir des choses positives qui vont arriver, alors que ce sont des oxymores, les deux, et que probablement croissance verte, ça ne se produira pas, et que développement durable est un oxymore aussi. Donc, du coup, d'être capable aussi d'analyser les mots qui sont utilisés dans la sphère générale du débat, disons, appelons ça le débat public, c'est un peu discutable comme situation, mais enfin, appelons ça le débat public, c'est intéressant de pouvoir avoir du recul sur les mots qui sont utilisés, et de dire qu'on dise collapsologie, qu'on dise croissance verte, qu'on dise réchauffement, dérèglement, perturbation, tout ça, c'est pas la même chose, ça veut quand même pas dire la même chose. Dérèglement, ça veut dire qu'il y a un truc qui fonctionnait bien, et puis c'est déréglé, tout seul. Perturbation, il y a un truc qui fonctionne bien, puis ça a été perturbé, mais on ne dit pas par quoi. C'est intéressant de savoir aussi les causes du perturbation. L'autre, c'est un dérèglement, donc c'est encore plus déresponsabilisant. Quand on dit réchauffement, on dit le fait, ça se réchauffe, mais ça ne dit pas encore. Donc voilà, etc. Donc les mots qui sont choisis peuvent induire aussi des façons de percevoir la question qui est posée. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un grand recul, et pour ça Monté fait ça très bien, mais il y a un très grand recul, il faut avoir un recul sur les expressions qui sont utilisées, être capable de les critiquer, de prendre du recul, et puis de comparer la situation réelle telle que peuvent le dire les scientifiques qui travaillent authentiquement sur ces sujets-là, versus les mots qui sont utilisés pour décrire la situation. Et comme ce choix des mots, je pense qu'il est quand même important, c'est un peu dans une moindre mesure, mais pour ceux qui font de l'informatique dans la salle, enfin moi je suis né alors un peu avant les dinosaures de Monté, donc moi c'était mon monde, effectivement, tu m'as fait réaliser que mon monde avait disparu, effectivement, c'est vrai, je constate qu'il a disparu, et donc du coup, moi j'attache beaucoup d'importance quand je fais de la programmation à nommer les variables que j'utilise proprement. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Il y en a qui peuvent. J'avais des copains de ma génération, hein, non, c'est des vieux, qui me notent ABC parce que bon, on va pas s'emmerder à choisir. Moi, je mets beaucoup d'importance à choisir le nom de la variable avant même de mettre la programmation. Et je suis un peu taré sur ça, je le reconnais. Des étudiants ont été disons, surpris. Et donc voilà, ça compte quand même, parce que nommer les choses, et quand tu dis mal les nommer, c'est peut-être créer des problèmes, nommer les choses, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette chose, et que le mot tout seul ne suffit pas pour la désigner, donc fin du monde, ou etc., mais que la nommer, réfléchir à ce que ça veut dire, et ça permet aussi de prendre ce recul sur la chose qu'on est en train de discuter, et après il faut trouver un mot, parce que c'est pratique d'avoir un mot ou une expression pour la désigner. Oui, Ouais. Peggy. Oui, moi je suis assez d'accord sur chaque mot pour moi est pour le coup alors là très très important. Alors, bon, je ne fais pas de programmation, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais il me semble, en tout cas toujours avec les étudiants, c'est en fait une grosse partie du travail, c'est vraiment de chercher le bon mot, alors pour le processus, pour le phénomène. Bon, alors on n'utilise pas souvent effondrement nous, mais je pense pas. Je suis un petit peu sur la défense des mots, justement. Je pense que, alors, peut-être qu'il ne faut pas essentialiser la société là-dessus, mais quand même, pour moi, ça dit des choses de la société, alors peut-être dans les médias, telle qu'elle a envie de se donner à voir, ou en tout cas que certains médias la donnent à voir, mais en tout cas, moi, j'y fais attention, et c'est quand même une grosse partie, je dirais, de l'enseignement, en tout cas pour moi, c'est de bien partir sur un langage commun en fin d'année ou en fin de troisième année. Et puis on voit, on est quand même très dans ce qu'on appelle nous l'interdisciplinarité, mais que vous connaissez tous, où en fait on s'aperçoit qu'on vient, alors là c'est plus entre chercheurs, que en fait on a quasiment, en sciences humaines en tout cas, on a quasiment tous les mêmes mots, mais qu'ils ont des sens complètement différents, ce qui fait qu'on a besoin au moins d'un an, même sur le terme société, ou le terme habitant, ou le terme acteur, ou territoire. Il nous faut bien un an ou deux entre sociologues, géographes, historiens, pour se mettre d'accord sur le mot, et c'est des mots... alors, fin du monde, je ne suis pas sûre qu'on l'utilise souvent, mais peut-être ce serait une idée. On l'a eu, c'est pas précis non plus. Donc, oui. Mais je me permets, il y a quand même cette notion, du coup, dans ce que vous dites, de négociation, c'est-à-dire le sens des mots aussi se négocie, et en fait, c'est aussi du coup un terrain de lutte, mais c'est perpétuel. C'est perpétuel sans fin, et les mots, souvent, on a un peu cette vision en France, et c'est une vision qui est vraiment très déformée, de un mot, un sens, ce qui est vraiment
Vraiment pas vrai. Alors j'ai détesté les cours de sémantique, donc je vais pas en faire un ici. C'est vraiment la partie qui m'intéresse le moins en linguistique. Moi, mon truc, c'est la morphosyntaxe à la base. Vraiment, moi, j'aime bien les voir comme des briques élémentaires. Et moi, en plus, j'étais spécialisé dans les langues mortes. Vraiment, comme ça, plus personne ne les parle et on n'est pas emmerdé. Là, on est tranquille, quoi. C'est Ouais, voilà. Mais du coup, il y a quand même ce truc où le sens des mots, il évolue. On n'a pas une loupe pour voir dans le cerveau, mais il y a des tests qui sont faits en sémantique. On voit sur la représentation. Quand on va prendre un mot, les gens ne l'associent pas, ils font pas la même galaxie en fait de sens autour d'un même mot, dans les mêmes usages. Ça change selon les classes sociales, selon les générations, selon etc. Machin. Donc en fait, le sens des mots, il est perpétuellement renégocié. Il est aussi ça aussi, quand je dis qu'il ne faut pas les essentialiser, c'est l'étymologie ou l'origine d'un mot peut être tout à fait contestable, mais malgré tout être totalement adopté pour ce qu'il est, et sans que l'étymologie vienne parasiter. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes qui sont très intéressants de retournement du stigmate, c'est-à-dire des mots qui sont vraiment péjoratifs, utilisés de manière péjorative volontairement, sont réappropriés par des gens qui sont désignés par ces mêmes termes. Et en fait, à la fin, ils ne sont plus chargés, ils n'ont plus cette charge émotionnelle forte, parce qu'en fait, ils finissent par être adoptés et devenir finalement assez banal. Et il y a plein de mots dans l'histoire, quand on fait de l'étymologie, il y a plein de mots qui ont des histoires horribles, et on les utilise quotidiennement, et on se dit pas, oh mon Dieu, on n'a pas en fait toute cette mémoire linguistique où on voit tous ces massacres ou ces génocides ou je ne sais quoi dont vous parliez, en se disant, ah ouais, quand même, on fait aussi le ménage et on véhicule pas toute cette mémoire lexicale, Dieu soit loué, vraiment. C'est pour ça que des gens comme moi aiment d'ailleurs se pencher dessus. Donc moi, c'est juste, souvent, je lâche un peu du lest sur ces questions-là, parce que, en fait, moi, s'il y a un truc que je déteste, après, c'est vraiment tout à fait personnel, j'avais entendu ça dans une conférence et je le reprends. Moi, quand je traite d'un sujet, j'ai surtout pas envie de me retrouver à faire la guerre contre le dictionnaire, parce que je trouve que c'est extrêmement paralysant pour traiter de ce même sujet. Et donc même si les mots sont imparfaits, et même si on peut contester des fois ce qu'ils veulent dire, etc., si on redéfinit effectivement collectivement c'est quoi leur périmètre sémantique, il n'y a pas de problème pour les conserver en tant que tels et pour avancer, quoi. En fait, puisque à la fin, ce qui est intéressant, c'est ce on veut leur faire dire plus que là d'où ils viennent des fois. En tout cas, après, évidemment, il y a du cas par cas, quoi, mais ça dépend comment ils sont associés, comment ils sont pris par les gens, quoi. Mais donc moi, souvent, je lâche un peu de lest pour dire la langue, elle est un peu plus poreuse, plus nébuleuse que ce qu'on veut l'imaginer, et moins fixe, et vraiment en perpétuel changement. Et d'ailleurs, on s'en rend vraiment pas compte, mais on ne parle pas, chacun ici ne parle pas comme il parlait il y a 10 ans, vraiment. Vous ne parliez pas du tout, et peut-être même que vous parlez aujourd'hui sans le savoir, comme ce que vous détestiez il y a 10 ans, et vous ne le savez pas. Il y a des gens comme nous par contre, qui conservent cette mémoire et qui vous le rappellent, et vous le détestez, vous nous détestez ensuite, et on en est vraiment désolé. Mais donc voilà, ça c'est... Non, vous n'êtes pas vraiment désolé. Mais... Non. C'est vrai qu'intellectuel, c'était un gros mot, impressionniste aussi, ouais. Mais de toute façon, il y a des batailles de mots en permanence, hein. Par exemple, dans le féminisme post-MeToo, face au langage médiatique, c'est une bataille de tous les instants. Enfin, je prends l'exemple le plus bateau, hein, de Marie Trintignant qui est morte sous les coups de Bertrand Cantat. Ça fait un peu, il y avait une douche de coups, elle y est allée, elle n'aurait pas dû, et puis elle est morte, elle a fait exprès. Et donc il y a véritablement un combat féministe pour que la presse finisse par dire Bertrand Cantat a assassiné Marie Trintignant à coup de poing. C'est quand même pas la même chose, quoi. Bah justement, en parlant de ces mots, j'insiste parce qu'en fait, il y a quand même un mot qui, je disais, j'ai parlé de collapsologie, effondrement, etc. Mais il y a un mot qui revient beaucoup. Et pour le montrer, j'ai un petit graphique, si on peut le voir s'afficher. Et c'est d'ailleurs le mot qui donne la thématique à cette année, de cette année au Miss Eliade. Voilà, c'est le mot résilience. Et si on voit bien, il y a quand même un suremploi de résilience depuis quelque temps. Il y a une belle montée en flèche de résilience. Moi, j'ai une petite question pour vous quatre, en fait, déjà, avant qu'on puisse rentrer là-dessus, et que encore une fois, c'est la thématique des Miss Eliade cette année. Est-ce que chacun d'entre vous peut me donner une définition de résilience? Parce que je pense qu'à peu près, on est autant de personnes dans cette salle et autant de définitions de résilience que de personnes. Donc, la résilience peut-être montée. Alors, résilience, mot ressuscité par Cyrulnik.
pour désigner la capacité de quelqu'un qui s'est vraiment fait marcher dessus par la vie à se relever et à reprendre le cours d'une vie, pas la même, mais quand même quelque chose de satisfaisant. Et qui lui-même a été battu en brèche par Cyrulnik, qui a dit non mais attendez, on utilise résilience à n'importe quelle sauce. Moi je vais dans des centres pour enfants abandonnés, et quand on en voit un dans un coin qui rumine, on dit ah, il est en train de se tricoter une résilience. Donc il a dit attention de ne pas utiliser ce mot pour désigner n'importe quoi. Ouais, moi alors je l'avais pas évoqué quand on avait préparé, mais moi j'ai fait des études à la base de sciences et techniques de l'industrie. Je sais qu'on parlait de résilience pour je crois en résistance des matériaux. Donc moi à la base c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça. Résilience, ouais oui, capacité à se relever et à surmonter les épreuves. Moi j'aime bien ce mot, je l'aime bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus construit à formuler sur ce terme, mais ouais il est sympa quoi. Ouais. Il a une belle forme. Anne Peggy, peut-être sur la résilience. Moi, je suis géographe de formation, et c'est ce que j'enseigne. En géographie, c'est un mot très courant, qui a été très courant, très utilisé. On est un petit peu revenu de ça. Notamment, on parle de ce que nous, on appelle de résilience territoriale, donc des espaces, en fait. Et l'idée de la résilience, c'est de surmonter plutôt nous on appelle ça un aléa, avec ce côté, en géographie des risques, un aléa, ce côté aléatoire. Il y a la question de la probabilité de l'aléa. Et donc le terme a un peu migré de la géographie des risques naturels, environnementaux, vers la résilience territoriale par rapport à un événement ponctuel, type un séisme ou une météorite. Et puis d'autres idées qui sont allées sur plutôt des choses beaucoup plus chroniques ou plus lents ou des processus. Et du coup, la résilience, là où on s'est beaucoup interrogé, alors pas forcément moi, mais les collègues, sur comment le définir. Est-ce que c'est un État? Est-ce que ce système territorial, donc cette commune, cet espace, cette région, ce pays, ce groupe de pays est résilient par rapport à un aléa? Mais ça fait peut-être un peu trop science de la vie, peut-être cette crise. On pourrait dire il y a la résilience économique, il y a des publications post-2008, donc c'est vraiment pas forcément un aléa naturel. Et qu'est-ce que serait alors, si c'est un État, est-ce que c'est revenir comme avant? Et du coup, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas forcément mieux, c'était pas forcément mieux, peut-être que surmonter la crise ou l'événement ou l'aléa, c'est peut-être beaucoup mieux après. Donc ça, c'est un premier élément de définition. Et puis, un deuxième élément de la définition, ce n'est pas deux éléments d'ailleurs de la même définition, c'est deux définitions, qui est plutôt la résilience comme processus, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur, alors, continuum, moi je serais plus large que continuum, parce que continuum c'est un côté gradient, continuité, sachant qu'on a plutôt aussi une crise, ça peut être ce qu'on appelle une bifurcation. Et du coup, c'est pas tout à fait... pour moi, c'est un petit peu différent qu'un continuum. On peut dire que la bifurcation est un élément, une possibilité du continuum. Donc ça, c'est... voilà. Donc du coup, nous, on l'a aussi beaucoup utilisé avec son pendant, on va dire, qui serait la vulnérabilité. Et du coup, on est plus ou moins vulnérable, évidemment en tant que personne, mais ça va plutôt être les psychologues qui vont travailler là-dessus. Nous, on va travailler plutôt sur les territoires. Donc, qu'est-ce que serait un territoire vulnérable? Quelle est sa capacité de résilience? Et du coup, on va essayer d'identifier pour les territoires les capacités. Ça peut être des capacités... économiques, des capacités techniques, technologiques, au sens d'éducation des populations. Ça peut être des ressources. Tous les pays ou tous les espaces ou tous les territoires ne disposent pas des mêmes ressources, des mêmes contraintes. Et donc, à partir de ces études de vulnérabilité, du coup, il y a tout un pan de la recherche qui s'intéresse à qu'est-ce que la vulnérabilité, quels seraient les indicateurs qu'on pourrait suivre,
Est-ce que la vulnérabilité, c'est uniquement donc, notre fameux aléa, ou est-ce que c'est pas beaucoup plus large, hein, ce qu'on appelle une vulnérabilité systémique, c'est-à-dire l'aléa, les enjeux, hein, puisque un territoire peut être plus ou moins résilient en fonction des enjeux. Hein. Quand on prend les risques environnementaux, tous les territoires n'ont pas les mêmes enjeux. Hein. On parle beaucoup avec le changement climatique de l'élévation du niveau de la mer, de la multiplication, enfin pas la multiplication, mais l'intensification des tempêtes. Donc là, il peut y avoir plus d'aléas, mais tous les territoires ne sont pas en face. Est-ce que n'ont pas les mêmes enjeux, hein. Laisser la mer submerger des dunes, bon, voilà. Est-ce que c'est pas tout à fait la même chose que laisser la mer submerger une centrale nucléaire? On a vu ce qui a pu se passer. C'est un enjeu beaucoup plus fort qu'un espace naturel. On en est tous compréhensible. Et puis le troisième élément de cette vulnérabilité, donc qui va jouer sur notre résilience, c'est la gestion qu'on a de cette crise. Est-ce qu'on a des acteurs qui sont capables? Est-ce qu'on a les ressources financières? Est-ce qu'on a la législation qui permet de protéger les maisons ou pas? Est-ce que le plan est appliqué? Est-ce qu'il est bien mis en œuvre? Et ainsi de suite. Et enfin, on a une quatrième dimension qui est pour moi la plus importante, mais c'est peut-être mon côté SHS, hein, on a les habitants. Est-ce que ces habitants, ils sont conscients du risque? Alors on peut parler différents. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer qu'ils sont conscients ou pas, hein, qu'ils veulent le voir ou pas. Est-ce que l'autre déterminant entre acteurs et habitants, c'est est-ce qu'ils ont confiance dans les acteurs publics et dans les politiques publiques, ça peut être aussi d'autres acteurs collectifs, hein, des associations, pour mettre en œuvre les plans de protection, d'adaptation. À partir de cette vulnérabilité, on peut déterminer des niveaux. Alors, on le fait plus trop, hein, mais on l'a fait pas mal, des niveaux de résilience ou des types de résilience en fonction de telle ou telle vulnérabilité. C'est quelque chose qui marche très très bien, vous voyez, qui est assez opérationnel en réalité, qui est assez loin de la recherche fondamentale. Mais du coup, les élus s'en sont beaucoup saisis, hein, à peu près. Toutes les échelles territoriales administratives ont un plan de résilience. La mairie de Paris avait un chargé de mission résilience territoriale. Voilà, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a eu vraiment effectivement cette dimension opérationnelle de nos structures territoriales pour mettre en œuvre cette résilience à partir de l'identification de la vulnérabilité. Donc j'étais un peu longue, mais c'est vrai que nous, on l'utilise. On l'a beaucoup utilisé en tout cas. Oui, c'est un mot qui est concrètement utilisé en tout cas dans l'aménagement des territoires et dans la pensée des territoires. Et Roland, sur la résilience, parce que j'ai vu un deuxième graphique avec le mot robustesse, mais je crois que c'était lié. Alors, moi, comme physicien, d'abord, quand on prend en compte c'est un système assez simple, un pendule simple, une ficelle avec un poids au bout, le mot qui vient en tête, c'est quand il a son état d'équilibre, il est à l'équilibre, il est en position verticale, on l'écarte, on perturbe le système, est-ce qu'il va revenir ou pas à l'équilibre? Et s'il revient à l'équilibre, alors l'équilibre est stable. S'il ne revient pas à l'équilibre, si on écarte indéfiniment, le système est instable. Voilà, donc il n'y a pas tellement le mot de résilient, il y a juste éventuellement ce qu'on appelle une force de rappel, quelque chose qui ramène le système vers sa position d'équilibre spontanément. Dans le cas du pendule simple, simplement le poids de la petite boule qui est au bout. Quand le pendule est accroché en haut et suspendu en dessous, si c'est un pendule inversé, un truc qu'on tient sur le bout du doigt, là, on sent que l'équilibre est instable et qu'il faut gérer en permanence pour que ça ne se casse pas la figure. Alors après, il y a des systèmes qui sont plus compliqués que les pendules simples, bien entendu. Et dans des systèmes plus compliqués, il y a toute une variété de comportements. Comme il y a beaucoup de choses qui se passent entre différentes sous-parties du système, qui agissent les unes sur les autres, qui rétroagissent les unes sur les autres, ça peut être le cas, par exemple, du système climatique, alors là, qui est d'une complexité faramineuse, d'un système écologique, ça c'est plutôt les biologistes qui simulent ces choses-là, mais où il y a des interactions entre blocs de vivants dans une mare avec des arbres autour, même à toute petite chose, si j'ose dire, comme une mare, mais évidemment à l'échelle de la planète entière. Comme il y a plein d'interactions dans tous les sens, il peut y avoir une sorte d'état d'équilibre où apparemment tout se passe bien. Il y a autant de matière qui rentre qui sort, il y a autant d'énergie qui rentre qui sort, tout se passe bien macroscopiquement.
il y a des petites fluctuations locales. Et puis, il peut y avoir des perturbations. Alors là, c'est de l'ordre de l'aléa, comme disait Anne Peggy. Il y a un aléa, quelque chose qui se produit. Et est-ce que le système va revenir à un état d'équilibre? Éventuellement, celui qui préexistait avant, pas forcément, mais un état d'équilibre va retrouver une sorte de stabilité où les choses vont pas trop fluctuer après cet épisode brutal où il peut y avoir plein de fluctuations dans tous les sens. Et donc, ça, c'est pas du tout acquis dans les systèmes en général. Dans les systèmes complexes, c'est pas du tout acquis. C'est toute la théorie des systèmes dynamiques. Et il y a toute une théorie qui s'appelle la théorie des catastrophes. Catastrophes étant ces points dont parlait Anne Peggy, des bifurcations, des points, des effets de seuil, etc. Bref, des configurations aussi. Un paramètre dépasse sur certaines valeurs, alors on ne reviendra pas dans l'état avant. Il peut y avoir aussi des situations compliquées où il y a une mémoire, c'est-à-dire si je prends cette bouteille d'eau, que je la déplace ici, et puis maintenant je la reprends, je la déplace là, bon, essentiellement il ne s'est rien passé, enfin ça m'a coûté un peu d'énergie, mais il ne s'est rien passé. Mais il y a des systèmes où quand on revient à l'état initial, enfin quand on cherche à revenir à l'état initial, on ne le fait pas sur le même chemin que la trajectoire de départ, d'aller de A à B. Quand on vient de B à A, on ne reprend pas le même chemin, on prend un autre chemin, femelle qu'on appelle hystérésis. Bref, il y a tout un bazar là-dedans. Et donc, résilience pourrait s'appliquer. Je trouve que la physique n'utilise absolument pas le mot résilience, en tout cas, mais ça pourrait essayer. Il suffit plutôt, moi, c'est pour ça que je t'ai proposé le mot robustesse. Un système qui est robuste, c'est un système qui va revenir dans un état qui varie pas trop autour d'une valeur moyenne, qui n'est pas forcément l'état d'avant, au terme de l'équilibre, revenir à son, disons, position de départ, mais un système qui est robuste, c'est-à-dire on tape dedans, il y a un aléa qui arrive de l'extérieur, quelque chose le perturbe, et le perturbe, alors c'est pas la même chose la perturbation, la durée de la perturbation, parce que c'est une perturbation instantanée, c'est-à-dire courte par rapport aux échelles typiques du système, aux échelles de temps typiques, ou est-ce qu'il y a une perturbation plus longue, un truc qui embête le système en permanence, et le système va retrouver une sorte de situation où il va peut fluctuer autour d'une position typique. Voilà. Donc le mot résilience n'est pas utilisé en physique. Alors en revanche, moi personnellement, ce qui m'agace dans le mot résilience, mais là c'est autre chose, c'est dans un champ qui n'est pas du tout ma discipline, c'est parce que maintenant on explique, alors il peut y avoir la résilience dans les systèmes, ça peut faire sens, je peux dire que ce mot-là peut faire sens dans des systèmes dynamiques, des systèmes humains, des systèmes écologiques, des systèmes territoriaux, etc. Mais là où c'est agaçant, c'est quand on dit il faut que vous individuellement fassiez preuve de résilience, ça veut dire il faut passer les étapes qui vous affligent et puis passer au-delà. Alors quand c'est de l'aléa, on peut se dire très bien, ça c'est une propriété, on rebondit quand on perd un proche, on a un problème. Bon, on essaie de passer au-delà. Ça peut être vu assez positivement. Mais souvent, la résilience, quand on vous l'invoque pour vous, c'est pour dire, en fait, il y a un système horrible qui vous afflige, qui vous matraque en permanence, et on dit, fais du yoga, fais du développement personnel, et puis comme ça, tu vivras mieux dans le système de merde qui t'afflige en permanence. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée quand même qui est derrière. Donc ce mot résilience, moi, je l'aime pas trop à cause de ça, parce que j'ai toujours ça qui est dans ma tête quand j'entends résilience. Mais après, je comprends que quand on a, toujours pareil, quand on explique ce que ça veut dire et dans quel cadre on l'utilise, ça peut être un concept pertinent. Et encore une fois, il faut définir le champ d'application du mot qu'on utilise, pourquoi on l'utilise et dans quel contexte on l'utilise. Oui, justement, je disais que ça a été un mot qui était très alors à la mode pour une discipline, c'est un peu bizarre, mais qui était très présent dans les années 2000 jusqu'aux années 2010. Et effectivement, le principal des critiques, ça a été là-dessus, c'est-à-dire de recentrer sur les individus, la responsabilité de la résilience territoriale ou de la transition ou des choses comme ça. Donc du coup, effectivement, il est beaucoup moins utilisé, il est plus utilisé dans l'opérationnel, mais un peu moins en recherche par rapport à ça, justement, en disant c'est pas à vous d'avoir le bon comportement, en fait, c'est aux réglementations, aux politiques publiques, de vous donner les moyens, puisque tout le monde n'a pas les mêmes, parce que ça sous-entendrait en plus qu'on est tous égaux par rapport à nos capacités de résilience, alors que c'est absolument faux. On n'a pas tous les mêmes capacités, on dit. On n'a pas tous suffisamment confiance dans sa propre action pour changer le monde. Donc voilà. Et du coup, le terme est plutôt abandonné en académie. Puis on n'a pas tous les mêmes moyens, quoi. C'est sûr qu'avec 10 milliards en poche, le réchauffement climatique, en fait, on s'en fout un peu, quoi. C'est même une opportunité pour faire 20 milliards de plus. Donc c'est pas, voilà, ça change énormément. La question de résilience, elle dépend considérablement de qui on parle, de quel système on parle, et de quelle échelle de temps, et de quel aléa ou pas. C'est pas forcément un aléa. Des fois, c'est quelque chose de, disons, volontaire. On parle. Aussi, évidemment, quand on pense fin du monde et attendre la fin du monde,
En fait, on a l'impression que tout a déjà été un peu pensé. Et ça, c'est grâce à la littérature, au cinéma, aux séries et même aux jeux vidéo. Bref, on a l'impression que, en tout cas, c'est un sujet, la fin du monde, qui passionne les arts, qui passionne la pop culture, qui passionne tout. Voilà, encore une fois, la littérature, le cinéma, les arts. Je crois qu'on a une image avec plein de choses qui évoquent la fin du monde, en tout cas qui parlent de la fin du monde. Pourquoi la fin du monde, c'est un super sujet pour la littérature? Voilà, il y a plein de choses là derrière moi. Et encore, on en a mis que quelques-uns, et on va en mettre beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi c'est un super sujet pour justement le cinéma, la littérature, les séries, la pop culture, en fait? Pourquoi on adore la fin du monde? Alors ça, c'est un truc qui est quand même assez rigolo et qui, pour moi, relève d'une sorte de sadomasochisme généralisé. C'est à quel point le cinéma américain adore détruire ses villes. Ils adorent les fins du monde, et même des trucs comme voilà, les Marvel ou les DC. Enfin, je pense, dès qu'il y a Iron Man qui se bat avec machin chouette, il faut qu'ils détruisent des buildings par milliers. Je n'imagine pas le nombre de victimes collatérales quand Hulk met un grand ramponneau à Iron Man. Et voilà, on a eu, je sais pas, le nombre de films où la Terre, et plus spécifiquement, il faut bien le dire, New York, et ratatiné, alors soit par une météorite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'eau, bien sûr, les inondations, les tsunamis, il y a eu les vagues de froid, il y a eu les volcans, bon bref. Et alors ça, moi je me suis toujours posé la question, il y a sûrement des tas d'études pertinentes dessus, mais je ne les ai pas trouvées. Pourquoi les Américains adorent détruire leur propre décor? Il y a quelque chose de pathologique dans cette envie de voir enfantin exploser peut-être. leur Quand on fait une belle construction de cubes quand on est petit, on prend du temps, et il y en a toujours un, éventuellement soi-même, qui prend un grand plaisir à défoncer le truc. Il y a eu une petite pause après le 11 septembre, ils ont arrêté de faire exploser des villes entières, comme c'était le cas dans... si je ne retrouverai pas le titre du film, c'est pas grave. Et puis après, c'est reparti de plus belle. Alors là, si vous avez des explications là-dessus, je suis preneuse. Ah bah moi, je me tourne à vous. Alors, soit pour les explications de pourquoi les États-Unis aiment tout péter, et spécifiquement leur décor, mais aussi, encore une fois, de manière générale, pourquoi c'est un super sujet, en fait, la fin du C'est monde. peut-être parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une transition. D'une certaine façon, c'est ce monde de merde dans lequel nous sommes, parce que c'est un peu toujours ça qui est dans ces films, va être ratatiné, ça fait toujours plaisir de ratatiner les mondes de merde. Et puis, du coup, peut-être, il y a l'espoir que de l'autre côté, il y aura un reset, il y aura une grande remise à zéro, et que ça se passera différemment sans doute, et mieux, espère-t-on. Mais bon, ça ne se fait pas sans dégâts, bien entendu, ça ne se fait pas éventuellement sans souffrance ou choses pénibles, mais il y a peut-être cette idée-là, c'est vraiment c'est pénible, on rasons tout, et puis on va faire un autre truc derrière mieux. Mais bon, pas facile. Monté. Ouais, moi je suis pas très film où ils pètent tout en plus. En plus, ça va coûter vraiment très cher à tout reconstruire. Moi, je vois que Star Trek Deep Space Nine figure. Moi, effectivement, dans cette fin du monde, alors du coup, je vais incarner la fin du monde peut-être non matérielle et plus sociale. Il y a moi, j'aime beaucoup ce nouveau point de départ en l'occurrence. C'est quand même intéressant de partir de quelle société peut-on construire à partir d'un État qui visiblement n'était pas satisfaisant ou qui a été perdu. Est-ce qu'on est une société qui va rester bloquée sur ce travail de mémoire? Est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir? Est-ce qu'on va réussir à construire quelque chose de pertinent? Est-ce qu'on va réussir à recréer du vivre ensemble? Est-ce qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers? Moi, c'est un peu ça les questions qui m'intéressent dans ces questions de fin du monde en réalité. Et donc moi, après, ce que je préfère dans la science-fiction, c'est le pendant psychologique, les questions qu'on peut se poser sur nous-mêmes et sur notre propre société. Plus que l'aspect matériel de Solon, que c'est fini, à la fin du film, il n'y a plus personne. Bon, moi, ça m'intéresse effectivement beaucoup moins. Et je trouve que pour le coup, il y a quelque chose de vraiment psychologique, beaucoup de choses psychologiques très intéressantes à quand même à explorer dans cette dimension-là. Et Star Trek, moi je vais revenir dessus, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher. J'ai même mis le t-shirt aujourd'hui, je me suis dit, bon. Je suis venu ici il y a 2 ans, je vous ai déjà fait chier avec Star Trek, je suis désolé si vous étiez là. J'espère que vous avez regardé depuis pour ceux qui n'avaient pas vu. Ouais, non, bon, vous pouvez regarder les mêmes, hein, ça prend du temps. Il faut avoir une masse critique de temps à y consacrer, effectivement.
ça permet quand même. Enfin, il y a plein de. Dans Star Trek, on assiste en réalité à plein de fins de monde. Parce que il fallait quand même faire des épisodes beaucoup sur des séries qui existent depuis presque maintenant 50 ans. Donc voilà, il fallait produire. Et c'est beaucoup des. En fait, Star Trek, c'est pas vraiment une série spatiale, hein, c'est vraiment une série psychologique. Et c'est beaucoup de fins du monde social aussi. En fait, c'est beaucoup effectivement des questions de colonisation, d'impérialisme, de racisme et de quel monde d'après. Et aussi. Sur la question de l'impuissance d'une société qui est censée être toute puissante face à des phénomènes qui les dépassent. Et c'est marrant parce que des fois, les phénomènes, la fédération dans Star Trek, ils peuvent tout faire. Genre vraiment, ils peuvent tout faire. Et des fois, elle se retrouve en fait bien incapable de gérer des problèmes qui sont en fait des problèmes sociaux et politiques en réalité. Donc en fait, leur incapacité, elles viennent des fois de l'intérieur quelque part et de cette impossibilité à réinventer en fait. D'autres façons de faire et de ne pas retomber dans les mêmes travers. Moi, c'est vraiment surtout ça qui m'intéresse en réalité dans la science-fiction. De toute façon, c'est le plus intéressant pour moi. Anne-Peggy ? Moi, j'avoue que j'étais un petit peu embêtée quand on m'a demandé de... J'ai dit oui tout de suite, bien sûr, pour venir. Mais je me suis dit, oula, mais la science-fiction, c'est pas tout à fait mon truc. Et principalement, c'est pas mon truc parce que ce que j'en connais, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est... souvent apocalyptique, souvent dans les très grandes villes. Du coup, c'est un monde quand même qui est très 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 spécifique. C'est pas le monde quotidien des habitants de la planète. Et puis, j'ai pas forcément envie de passer mes journées ou mes soirées d'ailleurs, plus exactement, ou mon week-end sur une vision d'un monde pire que le mien, quoi. Je trouve que le mien est déjà bien, quoi. En 2026, je vous dis même pas, alors j'ai encore moins envie de regarder de la science-fiction apocalyptique, j'ai l'impression qu'on le vit quasiment au quotidien. Donc du coup, ma question, ça a été, et je vois qu'elles ont été mises, c'était de dire, en fait, ok, débarrasse-toi de ton science-fiction apocalyptique et essaye de voir une science-fiction qui t'amène vers un récit plutôt meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu cherché, bon j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais il y a quand même quelques titres qui sont sortis, et puis j'avais pas vraiment fait attention, mais en réalité, j'ai bien fait de venir, parce que quand on regarde le titre, c'est bien Résilience, alors même si je mets des réserves sur le terme, en plus il est au pluriel, donc c'est quand même un petit peu plus ouvert. Donc du coup, Résilience, c'est quand même mieux que Fin du Monde, qu'Apocalypse. Bon, là, je pense que j'aurais été mal si ça avait été science-fiction, titre Apocalypse, là, j'aurais vraiment eu du mal. Et puis, si on regarde, j'ai regardé bien l'affiche du festival, et je remercie l'auteur. Et en fait, c'est une chouette affiche. C'est pas du tout ce monde, cette fin du monde. C'est effectivement, on a, alors non, elle n'est pas à l'écran, mais vous la re-regarderez, on a bien ces grands immeubles, cette grande ville un peu apocalyptique, les immeubles qui basculent, un peu apocalypse, mais on a des végétaux qui sont apparus, on a un petit renard, je crois, qui regarde un petit peu interloqué ce qui se passe. Donc du coup, c'est un petit peu plus ouvert vers un monde meilleur que vers un monde pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je suis un peu plus contente. Je me sens mieux d'être venue. Et du coup, j'avais repéré, on me l'a dit, j'avoue que j'ai pas eu le temps encore vraiment de le voir, mais Arco, qui est, semble-t-il, un peu un peu moins désespérant. Je crois qu'on m'a cité aussi l'archipel du béton, qui est aussi une vision post-nucléaire, qui est assez intéressant. Je crois que c'est pour les jeunes. Et puis, j'ai vu, puisque je me suis abonnée à l'Instagram du festival et à d'autres bibliothèques, et j'ai vu la BMI d'Épinal, je tiens à la citer, qui a fait toute une sortie, alors je ne les ai pas où je pourrais les transmettre, toute une sélection d'ouvrages que de résilience, dans différents âges, et donc en mettant des œuvres, en fait des œuvres pour moi, c'est-à-dire une science-fiction non apocalyptique. Donc voilà. Une science-fiction qui croit, en tout cas qui regarde vers quelque chose de positif, plutôt que de nous mettre le bec dans l'eau, en fait, d'une certaine façon.
Donc, mais est-ce que le fait de raconter, par exemple, je pense à un film comme Soleil Vert qui raconte la fin des ressources, raconte la surpopulation et le fait que des choses dont on entend parler à l'heure actuelle, hein, le fait que voilà, la fin des ressources, les transformations, etc. Est-ce que aussi de nous raconter ça en science-fiction, c'est pas une sorte alors, est-ce que c'est un épouvantail? Est-ce que c'est pour nous faire peur? Est-ce que c'est un manuel de survie? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose d'ultra paralysant et on se dit de toute façon on va tous crever? Enfin, qu'est-ce que ça peut... En quoi ça peut être utile aussi ces fictions plus apocalyptiques justement? Alors moi, juste, je vais arrêter sur surpopulation. Il n'y a pas de surpopulation, hein, avec une régulation des ressources. Il n'y a pas de surpopulation. Et puis de toute façon, on va bientôt atteindre les pics de population, en dizaines d'années, hein, pas en milliards. Donc on va bientôt décroître la population de la Terre. Donc il n'y a pas de surpopulation. C'est une vision justement très catastrophique et qui dit c'est un processus qui ne peut pas s'arrêter. Et si, il y a des actions pour distribuer mieux les ressources alimentaires et il n'y aura pas de problème de surpopulation. Moi, j'en reviens à ma question. Est-ce que cette science-fiction, elle peut elle nous aide à montrer un chemin qui n'est pas le bon et dire faut pas aller par là. En fait. Elle peut avoir un peu tous les rôles que tu citais, c'est-à-dire d'abord une sorte de rôle de vigie, dire regarder quand il n'y a pas assez de ressources, expérience de pensée. Alors là, du coup, on peut pas le faire en vrai. On met 3 humains dans une caisse, on met un sandwich, puis on attend. Et puis on voit ce qui se passe. Donc ça, la manip, elle a pu se faire dans le réel, mais c'était pas une manip faite pour être une manip, c'était malheureusement des horreurs qui se passaient dans le monde réel. On ne peut pas la faire en termes d'expérience, si on voulait faire un truc scientifique, en faisant des mesures dans le cerveau des humains, voir ce qui se passe. Donc la science-fiction, elle essaie de faire ça, de simuler un monde extrême, et puis de regarder, de proposer une évolution de ce monde extrême. Donc tu citais Soleil Vert, là c'est un film des années 70 quand même, donc à une époque où on pensait que les ressources alimentaires allaient décroître, qu'il y avait une sorte de néo-malthusianisme, il y avait la transition démographique des pays du Sud n'était pas du tout faite, et donc il y a eu une explosion. Moi je suis né à 3,5 milliards d'habitants. Des fois, moi je suis aussi né à 320 ppm, mais je suis né aussi à 3,5 milliards d'habitants. Maintenant on est 8 milliards quand même, hein, donc ça a doublé aussi, les ppm pas encore, mais on s'en approche. Et donc voilà, il y avait l'idée que ça allait mal se finir. Bon, finalement, il y a eu des processus qui ont fait que ça s'est pas mal fini. Bon, notamment les engrais chimiques considérables, les intrants chimiques, dont maintenant ça nous afflige aussi par les pollutions que ça produit. Donc c'est pas non plus sans conséquence. Et donc voilà, ça peut être un rôle de vigie. Alors après, il peut y avoir, on en voit trop, il y en a tout le temps. Alors on se dit et puis des fois c'est réaliste, enfin des fois c'est plausible, on dit on y croit, on peut se dire ça y est, on est foutu. Donc là ça peut être aussi démobilisant. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire c'est exactement ça qu'on va faire, parce que eux ils se voient bien pas en bas, là où ils sucent les pierres, ils sont au-dessus en train de tenir les bâtons. Donc ça peut être aussi un mode d'emploi pour certains, un mode d'emploi où la dystopie de certains c'est l'utopie des autres. Donc il faut, ça peut être tout ça à la fois. La science-fiction c'est un genre littéraire, c'est un divertissement, en tout cas ça se prévend comme ça, que ce soit littérature ou cinéma, et ça peut être utilisé ou lu de 1000 façons. Mais il peut y avoir une lecture effectivement comme vigie, dire regardez, si on ne fait pas attention, il pourrait se passer ça, donc réfléchissons un peu. Il y a aussi une dimension quand même que je vais aborder, ça peut être aussi un contournement juste il y a, sans parler jusqu'à une forme de censure, mais une impossibilité politique d'aborder le sujet. Je vais revenir sur Star Trek. Le premier baiser interracial dans une série, c'est Star Trek. C'est impossible à l'époque aux États-Unis de faire embrasser un homme blanc avec une femme noire. Du coup, ils sont obligés d'inventer un scénario de SF où la femme est possédée pour que ça puisse arriver, mais ça arrive. Ils adressent des sujets sur la transsexualité dans les années 80. Pareil, impossibilité théorique. Sur le polyamour, pareil, dans les années 80. Parce que ce sont des civilisations extraterrestres. Alors en fait, ce sont des acteurs qui ont juste des oreilles dégueulasses et des nez beaucoup trop grands. Mais sinon, ils sont vraiment pareils, quoi. Oui, mais c'est pas pareil. Et donc en fait, ça permet d'adresser des sujets et de préparer en fait aussi d'essayer d'explorer ce terrain quand, du côté du terrain politique, on n'y arrive pas. Et je pense que la science-fiction, l'art, en tout cas, de manière générale, peut servir de pipeline entre le monde scientifique et le monde politique, en fait, tout simplement. Parce que cette pipeline, elle n'existe pas vraiment sinon, quoi. Ou très mal, ou de travers. Voilà, en quelques termes, je pense que c'est l'un de ses rôles, fondamentaux. Et ça peut paraître tragique
Moi, quand on regarde certains épisodes de Star Trek, en fait, ils sont tragiques, en fait. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, ils sont tragiques surtout pour le contexte de production de l'époque. Et en réalité, on se dit, le monde, il est quand même mieux maintenant, quoi. Pour beaucoup de sujets, il est quand même aussi mieux maintenant. Quand on est une minorité sexuelle, le monde, il est mieux maintenant, malgré tout, même si, bon, on espère que ça va durer, hein, croisez les doigts. Mais c'est pas dit. Hein. Alors que, en fait, quand on voit comment c'est traité il y a 40 ans, c'est, pour le coup, c'est apocalyptique. Enfin, socialement parlant, c'est apocalyptique, quoi. Donc voilà. Et Catherine, je suis parce que je me tourne aussi vers vous en tant qu'écrivaine, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, Anne-Peggy parlait aussi de la nécessité peut-être de récits qui montrent ou qui envisagent quelque chose de positif ou qui tend vers quelque chose d'un petit peu plus, sans être naïf, hein, sans dire tout va bien se passer, ça va être super, mais en tout cas d'essayer d'aller regarder, de proposer des solutions plutôt que de dire ça va être la merde. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vous, en tant qu'écrivain aussi ? Oui, je crois que tous les auteurs et autrices de science-fiction se posent la question. C'est-à-dire que logiquement, à une époque, la science-fiction pouvait servir d'alarme, hein, prévenir qu'il y aurait peut-être un problème d'eau un jour. Enfin bon, Soleil Vert, c'est vraiment la science-fiction qui essaye de tirer la sonnette d'alarme sur pas mal de soucis. Maintenant, je crois que c'est plus la peine de tirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'on a bien le niveau d'angoisse au taquet. Donc maintenant, il vaut peut-être mieux... Pour ne pas se laisser paralyser par l'angoisse et par un sentiment de défaitisme, il vaut peut-être mieux essayer ce qu'on appelle désincarcérer le futur. Parce que si notre futur a une tête d'accident de voiture, c'est ce qui va arriver. Parce que le futur, c'est performatif, hein, c'est ce qu'on a dans nos têtes. Donc effectivement, il y a tout un pan de la science-fiction qui essaye de proposer des voies, des pistes d'espoir et d'optimisme. Ce qu'on appelle le Hope Punk, qui vient du Brésil, c'est depuis 2012 quand même, mais en fait ça irrigue de plus en plus la science-fiction. Moi j'avais donné quelques références. Il faut lire évidemment Kim Stanley Robinson, Le ministère du futur, où déjà il met en scène de façon très précise ce qui va arriver d'ici peu de temps, hein, par exemple les wet bulbs, vous savez, les endroits où il va faire plus de 35 degrés et plus de 80% d'humidité. De toute façon ça va arriver. Et à ce moment-là, vous mourrez, voilà, parce que vous ne pouvez plus évacuer la chaleur en suant et vous mourrez, bouillis. Et il va y avoir des pays entiers qui vont être des well-bubs, donc il va y avoir des morts par millions en une semaine, 2 semaines. Les gens, ils vont bouillir sur place, puis ils vont s'effondrer, ils vont mourir. Et donc, il montre ça, c'est-à-dire des certitudes à assez court terme. Et après, il montre comment on pourrait politiquement s'en sortir. C'est ça qui est bien dans le ministère du futur de Kim Stanley Robinson, parce que si c'était pour raconter une apocalypse de plus, c'est pas la peine. Et il y a pas mal de textes de science-fiction qui ont vraiment pris ce parti pris-là, sans non plus vouloir faire de la méthode Coué, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il y en a un qui est La Volte, c'est une maison d'édition qui est très bien si vous cherchez ce type de texte, hein, avec Noël, je pensais à Coïné de Mélanie Fievé. Donc il y a vraiment toute une partie, il faut lire Hors des décombres du monde de Yannick Rumpala, mais je ne doute pas que ce soit déjà fait. Donc vous n'hésitez pas, si vraiment vous avez le blues, il y a des personnes qui proposent toutes sortes de voies qui sont à la fois concrètes, faisables et beaucoup plus positives que l'apocalyptisme. Donc en attendant la fin du monde, on lit Le ministère du futur. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on lit d'autre? Est-ce que vous avez des recommandations en attendant la fin du monde et peut-être l'empêcher? J'en sais rien. Roland, est-ce que vous avez... Il y a dans tous ces petites... Alors en dehors de Catherine Dufour, il y a d'autres autrices qui vont vachement bien. Je pense à Katie Stewart, dont on parlait tout à l'heure. Il y a Becky Chambers aussi, qui a écrit des trucs de SF vachement sympas, vachement agréables. Et pourtant c'est de la SF dans l'espace, avec des vaisseaux, des machins, des espèces de la SF... sympa, vraiment sympa, pas apocalyptique du tout. Il y a Émilie Kerbalek aussi qui a écrit ça. Il y a beaucoup d'autrices. Enfin, je remarque, moi qui suis président d'Utopia depuis 2012, en 2012, quand on invitait des autrices, il y en avait 5, et Céline Minard aussi, bien sûr. On avait 4 ou 5 autrices, disons mainstream, des autrices qui étaient visibles. Maintenant, il y en a plein. Il y a Luvan, il y en a plein. Il y a plein d'autrices vraiment intéressantes à suivre. Et puis, il y a un dernier bouquin, je crois, de Elio Posso, c'est ça, c'est à la Vol, justement, qui est sorti sur ces questions aussi environnementales. Donc, il montre un monde
très différent, bien entendu. C'est un monde, il y a eu une transformation. Il y a eu la fin d'un monde. Mais ce n'est pas une catastrophe. Il y a eu, bien sûr, ça ne s'est pas forcément fait sans problème. Mais la suite est vivable. On peut y vivre. C'est très, très différent. Et juger à l'aune de nos critères actuels, c'est presque... Ah non, j'ai pas envie de le faire. Mais en fait, on peut vivre. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde zombie. Enfin, il est mort, mais il ne le sait pas encore. Et ça, il faut se préparer à cette transition, cette transformation qui se produit continuellement. Il faut s'y préparer. Il vaut mieux le faire volontairement que sous la contrainte, au sens les événements. La physique a des lois qui ne se discutent pas à l'Assemblée nationale, donc il y a des choses qui se passeront indépendamment de nous. Et donc, voilà, essayer d'embarquer ça, de créer une idée, une représentation de ce monde qui nous attend, qui soit positive. Et l'ASF, de ce point de vue-là, peut aider à ça, aide à ça. Il y a effectivement cette mouvance que tu appelais Op-Punk. Il y a aussi une mouvance qui s'appelle Solar Punk. Avec solar, on comprend que c'est à la fois soleil, enfin rayonnant, solaire, mais aussi solaire concrètement, hein, d'où viennent les watts du soleil. Donc, Solidarité aussi. Ouais. C'est laquelle référence dont tu parlais? La référence que tu viens de citer. Elio Possoz. Elio Possoz, P-O-2-S-O-Z. J'ai oublié le titre de son roman, mais il est sorti récemment à la Volte. Il était aux UTO cette année. Donc voilà, donc il y a des romans à lire. L'ASF, il faut lire l'ASF. Voilà, le bilan, lisez de l'ASF. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes, il y a plein d'idées intéressantes qui sortent de là. Et c'est justement ça, cette idée de créer des mondes possibles, d'avoir... There is no alternative, ça n'existe pas dans la SF, quoi. Il y a plein de choses possibles. Alors bien sûr, on peut faire son choix, ça dépend des auteurs et des autrices, bien entendu. Mais il y a plein de choses possibles. Et c'est montré, voilà, qu'on peut, comme disait Catherine, désincarcérer le futur. On peut penser le futur, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à le penser à votre place, et qui aimeraient que ce futur que eux pensent à votre place advienne, évidemment. Et sans parler du fait qu'eux, ils ont éventuellement les moyens techniques, financiers, politiques, enfin ce qu'on veut, pour que ce futur qui leur convient bien advienne. Donc il est extrêmement important d'investir cette pensée du futur, soit en lisant de la SF, soit en écrivant, soit simplement soi-même en y pensant, en essayant d'envisager ce que ça peut être. Parce que, bon, il y en a qui pensent pour vous, et qui n'hésiteront pas à ce que ça advienne à votre place. Voilà, c'est Les mains vides de Elio Possoz. Voilà, c'est ça. Je l'ai là. Donc vous avez quand même pas mal de lectures ou de visionnages, parce qu'il y a quand même tout Star Trek, donc c'est quand même assez long. Et ça continue. Et ça continue. Bien sûr. Voilà. Et donc lecture, Star Trek, Arco. Enfin, il y a pas mal de recommandations derrière pour, en attendant cette fin du monde ou que d'autres personnes décident de ce que va être notre futur, autant de le réfléchir par nous-mêmes. Maintenant, c'est à votre tour si vous avez des questions pour nos 4 super invités. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question sur le fait que, est-ce qu'il y a un changement de perception du fait que l'arme nucléaire est quelque chose qui existe et l'humanité a la possibilité de s'autodétruire? Est-ce que ça change une manière de concevoir l'aspect fin du monde ou pas du tout? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur le fait que... Parce qu'on l'attend du fait qu'on est capable de le faire, j'ai l'impression. L'arme nucléaire, dès qu'on a réalisé son existence, il y a eu tout un tas de films et d'œuvres de fiction où les fins du monde étaient des fins nucléaires. Et de ce point de vue-là, il y a un seul pays post-apocalyptique nucléaire qui est le Japon, puisque eux, ils ont subi 2 bombardements nucléaires authentiquement pour tuer des gens. Donc l'arme nucléaire a tout de suite fait ça. Elle est toujours là, elle n'a pas disparu. L'épée de Damoclès est toujours là, mais maintenant il y a plein d'autres trucs qui se sont rajoutés, genre le changement climatique, les pollutions variées, la chute de la biodiversité, enfin plein de trucs se sont rajoutés. Donc l'arme nucléaire est devenue l'apocalypse nucléaire est devenue qu'une variante de la destruction du monde. Alors qu'avant c'était la variante, enfin le truc important dans les années où ça a commencé à émerger vraiment dans le grand public, disons post-45, juste après la Seconde Guerre mondiale. Allô ? C'est parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais juste une question par rapport à la fin du monde. Je sais qu'on a beaucoup de raisons de penser que la fin du monde est imminente par rapport aux armes nucléaires, les épidémies, les catastrophes naturelles, et climatiques, etc. Mais quand je pense un peu à notre histoire en tant qu'espèce humaine, en remontant dans le temps, on voit que, par exemple, les Vikings croyaient en Ragnarok, les Mayas croyaient en la fin du monde, les Incas croyaient en la fin du monde, les Sumériens croyaient en la fin du monde. Et je me disais finalement si cette obsession avec la fin du monde n'était pas, je dirais pas génétique, mais plutôt innée chez nous, chez les humains. Et pourquoi est-ce qu'on a cette envie de créer des démons pour nous faire peur? Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... Parce que peu importe l'époque, peu importe la culture, il y a toujours un mythe ou un récit, un scénario de la fin du monde
peut-être qu'il y a des exceptions. Et je voulais juste savoir votre avis sur le sujet. Mais disons que, quand même, du point de vue humain très individuel, alors là, au niveau des civilisations, il y a un temps où je n'existais pas, il y a un temps où je n'existerai plus, et entre les deux, je fais quoi? Et c'est un peu la grande question existentielle des humains, quoi. C'est quoi le sens de la vie? Alors, de ce point de vue-là, ça se généralise à toutes les échelles. Il y a un temps où il n'y avait pas d'humains sur Terre, il y a un temps certain où il n'y aura plus d'humains sur Terre, quelle que soit la raison de cette disparition des humains sur Terre. Et si on croit typiquement la durée de vie des espèces type mammifères, c'est quelque chose comme quelques millions d'années total, et nous on est déjà là depuis plusieurs millions d'années. Donc ça pose toujours cette question il y a une espèce d'intervalle où on existe et d'immensité temporelle où on n'existe pas, et comment on remplit cet intervalle, comment on disparaît, comment on apparaît. C'est un peu les questions canoniques de début et de fin, les questions d'origine et les questions eschatologiques. Donc c'est peut-être ça aussi qui nous travaille depuis tout le temps, parce que nous sommes des êtres de durée de vie finie, pas que nous d'ailleurs, tous les êtres vivants ont une durée de vie finie. Peut-être c'est lié à ça, hypothèse. Bonsoir. C'était une question sur le sujet des langues dans un monde après la catastrophe ou après l'apocalypse. Oui, je vois. Monté, toi, sur ta chaîne, tu mettais en avant justement le fait qu'actuellement, on voit, à cause de plusieurs phénomènes, à cause de l'impérialisme qui trouve ses racines aussi dans les phénomènes coloniaux, donc l'impérialisme à l'origine politique et maintenant culturelle et économique, de certaines langues venant du nord économique, mais aussi à cause de certains peuples, même en Europe, un peu des laissés pour compte, ou en tout cas jusqu'à trop tard, des États-nations. Je pense à l'irlandais ou à certaines langues slaves en Europe centrale. Et est-ce qu'un monde après, si ce n'est l'apocalypse, au moins le cataclysme qui transformerait, qui mettrait fin à la mondialisation économique et donc aux moyens qu'utilise l'impérialisme, et là, il y a un exemple qui me vient sur plus le cataclysme dans ses conséquences géographiques, dans sa transformation du territoire. C'est pas tellement de la SF, mais c'est les grands cataclysmes dans l'œuvre de Tolkien. Tolkien aimait beaucoup les langues, et Tolkien, dans son histoire de la Terre du Milieu, fait intervenir des grands cataclysmes. Je pense à la destruction du Beleriand ou à la bref. Et est-ce qu'on peut imaginer, oui, que ça mettrait fin, redonnerait une chance aux petites langues, aux langues de petits groupes, même sans mettre fin aux échanges entre humains, mais en les égalisant plus, en empêchant la domination d'un partenaire sur l'autre dans les échanges, redonner une chance aux petites langues, au final, à la fin du monde, ou en tout cas à la fin d'un monde. Oui. Non, mais il y a un truc... moi, ce à quoi ça me fait évoquer directement, c'est qu'à la base, le latin, c'était parlé dans un village de pêcheurs. C'était une petite communauté qui parlait le latin. Ils avaient une puissance qui était plus importante autour d'eux, en tout cas culturellement, qu'étaient les Étrusques. Et c'est les Étrusques qui ont fini par se faire bouffer par les Romains, quoi. Oui, en fait, il y a cette dimension de... Quoi qu'il advienne, si en fait on change les rapports sociaux entre les gens, si on change le rapport... Moi, il y a une donnée qui est très importante, c'est le temps de voyage de l'information et le temps de voyage tout court. Aujourd'hui, on voyage très vite. On a même oublié, en fait, il y a des cartes qui existent de combien de temps on mettait, genre en 1850, pour accéder à telle partie du territoire. Sur la carte des États-Unis, c'est vraiment, en plus en semaines, alors c'est vraiment, c'est extrêmement éclairant. Et la question de... Est-ce que les humains se déplacent beaucoup? Est-ce que les informations se déplacent beaucoup? Ça fait aussi... ça conditionne quand même un peu la question de l'évolution linguistique. Parce que, en fait, pour résumer assez simplement, plus il y a des échanges et plus les langues convergent, moins il y a d'échanges, plus les langues divergent. Et dans une société où, quel que soit le cataclysme, quelles que soient les raisons, il y a la distance qui se crée, ou si les êtres humains sont plus dispersés sur le territoire, ou s'ils échangent moins, forcément, ça fait que les langues divergent plus, et ça veut aussi dire que potentiellement, ça les protège un peu plus de phénomènes impériaux. Mais après, alors moi, je suis très cynique et assez fataliste, je pense que l'impérialisme existera toujours.
Et les petites langues d'un jour sont aussi les langues fortes de demain. Et il y a des phénomènes de double impérialisme linguistique en fait aussi. Par exemple, il y a un cas très concret qui a eu lieu il y a très récemment, qui est que la région Alsace a mis des panneaux Bienvenue en Alsace, écrits en Welsh, qui est une langue romane du Lorrain, parlée en Alsace. Parce qu'en fait, toute l'Alsace ne parle pas alsacien. Et les commentaires des personnes de langue alsacienne étaient vraiment des commentaires haineux, en mode c'est quoi cette langue, ça n'existe pas, etc. Machin. C'est-à-dire ils reprenaient texto les arguments qu'on leur oppose tous les jours pour que leur langue n'existe pas. Et sans s'en rendre compte, ils reproduisent exactement le même discours sur une autre langue de leur territoire qui est aussi historique. Et sans même percevoir en fait l'ironie de la chose. Moi j'habite en Bretagne, il y a un autre cas qui est très connu, je peux le dire ici, de toute façon, une personne de l'office breton. On vous aime nonobstant, on vous aime, mais on en est. Il y a un très gros enjeu sur la représentation du gallo en Bretagne, qui est l'autre langue de Bretagne, qui a le même nombre de locuteurs à peu de choses près que le breton, qui n'existe pas dans l'espace public, et les britophones font traduire les noms de bled en gallo et installer des panneaux bretonnants sur des communes galaisantes parce qu'ils veulent vendre l'image d'une Bretagne totalement bretonnante, quoi. Alors que il y a seulement la moitié de la péninsule qui l'est. Et donc en fait, ils ont beau subir l'impérialisme culturel français, ils font subir en même temps leur propre impérialisme culturel dans leur propre région auprès de leur autre langue. Donc en fait, moi je suis assez cynique et assez fataliste sur... oui, il y a des langues qui en tireraient probablement un bon avantage, d'autres moins, mais les phénomènes en fait, de concurrence et de conquête culturelle, hélas, je ne pense pas qu'ils vont cesser d'exister, quoi. Ça fait un peu long comme réponse, peut-être, non, mais Le galop. J'aimerais vous proposer autre chose. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu dans votre définition. Pour moi, le monde, c'est pas le monde qu'il faut traiter, c'est plutôt le centre. Donc c'est la question du centre. Après la fin, on peut dire que c'est l'apocalypse. Donc si on prend la notion du centre, ça veut dire que si le centre, c'est les Blancs d'Europe, donc ça donne un point de vue. Voilà. Si par contre, on a vu que la Terre était ronde, donc du coup, à l'autre bout, ça tombe pas, on reboucle. Donc du coup, le centre, c'est la planète. Mais si le centre, c'est pas la planète, c'est le Soleil, du coup on est sur un système solaire, et là on voit des dimensions beaucoup plus grandes, on est sur le côté astrophysique, mais on a appris qu'aujourd'hui on est sur des galaxies, et en plus les galaxies, c'est pas le centre, ça s'éloigne de plus en plus. Donc là il y a la question de mémoire, je pense que vous ne l'avez pas vraiment abordée, parce que si on regarde aujourd'hui notre Soleil et notre ciel, on dit la vérité c'est celle-là. Mais dans des milliards d'années, on ne verra plus ce ciel-là. Donc on dira, peut-être que ce qu'ils disaient nos anciens, ce n'est pas la vérité. Pourtant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la vérité. Donc il y a la notion de mémoire et d'histoire qui rentre en compte. Et puis, si on prend maintenant les deux, la notion d'apocalypse, donc la fin, et notre monde, donc ce que je disais, notre centre, finalement, la question qui se pose, c'est ce qu'au dit la SF, et là, la SF nous ment, c'est qu'on ne va pas aller à l'autre bout du monde pour se sauver, ça n'existe pas, les dimensions sont trop grandes, donc en fait, notre monde, c'est notre planète, c'est notre vaisseau spatial, donc il faut l'entretenir. Et c'est ça, pour moi, la vraie question qu'on devrait aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut rester sur notre vaisseau, qui va être suffisamment viable? Alors après, quand on écoute, vous avez abordé ce sujet-là, les milliardaires qui nous disent, bon, on va vivre sur la Lune, donc là, c'est ce qui va se passer demain, peut-être sur Mars, voire même on va habiter en banlieue. Voilà, donc là, il y a la SF qui nous dit ça, mais a priori, c'est un futur proche, peut-être même réaliste. Donc moi, je vous soumets la question, en fait, est-ce qu'on va être entre la Chine et la Russie, ou voire d'autres belligérances, est-ce qu'on va pouvoir sauver notre vaisseau spatial? On va pouvoir continuer à vivre dessus, prospérer, ou alors il va y avoir une extinction? Et est-ce que peut-être la solution, ce serait d'être en périphérie, en banlieue? Voilà, en fait, c'est ma question, parce que vivre sur un autre système solaire, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Et pourtant, on nous le vend bien, hein, pour dire que ça sera bientôt possible. Alors, il y en a qui disent, mais c'est pas possible aujourd'hui, mais ça sera vrai demain. Moi, j'y crois pas, c'est trop loin. Donc aujourd'hui, est-ce que la Terre va
être viable à long terme, durablement ou pas? Enfin, quel est votre point de vue dans vos disciplines respectives? Et merci pour vos réponses. Oui, non, je crois que vous avez complètement raison. On a un seul vaisseau spatial, il s'appelle la Terre, et il faut absolument s'en occuper et le sauvegarder, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Alors, sans parler d'aller vivre sur d'autres systèmes solaires qui sont très 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 loin, il y a effectivement cette mythopoïèse débile de la Silicon Valley qui consiste à dire on va terraformer Mars, par exemple, au hasard. Qui est, vraiment, c'est du pipeau. Hein. C'est quelqu'un qui a lu de la science-fiction dans les années 80 quand il était ado, et puis après, il a refermé ses bouquins, il est allé gagner plein de sous, et depuis, il n'a jamais rouvert un bouquin, et maintenant, il essaye de nous faire vivre, de nous faire rêver avec du pipeau, pour pas qu'on remarque qu'il nous pique nos données personnelles sans rien donner en échange. Bon. Parce que, voilà, terraformer la planète Mars, c'est no way. Déjà, on peut pas y aller. On peut pas y aller parce qu'il faut 2 ans de confinement aller, 2 ans de confinement retour. On est bien au courant maintenant que le confinement, ça n'est pas évident pour une psyché humaine. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur Mars, c'est à peu près, il n'y a pas de bouclier électromagnétique, donc il y a les rayonnements durs du Soleil, donc c'est aussi confortable que de marcher dans votre micro-ondes. Donc il ne faut pas marcher à la surface de Mars. Il faut vous creuser, il faut vous enterrer, donc c'est aussi passionnant que de vivre dans un parking. Et puis après, il va falloir manger. Or, la Mars est rouge parce qu'elle est couverte de perchlorate, c'est l'autre nom des désherbants, donc c'est pas demain la veille que vous allez faire pousser quoi que ce soit sur Mars. Donc voilà, Mars est un pipeau absolu, on n'arrivera jamais à aller y vivre, de toute façon, sinon on y vit, on va crever d'ennui et de faim. Bon, la Lune, ça aussi, je peux faire un sort, mais je ne vais pas passer la soirée là-dessus. Donc tout ça, c'est vraiment du pipeau pour détourner notre attention du fait qu'il faut vraiment entretenir notre vaisseau spatial et qu'on n'a pas le choix et qu'on est tous dessus. Ouais, moi, je veux bien répondre aussi sur l'avenir de la planète, mais moi, je crois tout à fait. Enfin, en fait, alors je veux pas faire trop de faire reposer sur les individus, mais en tout cas, dans nos choix de société, on peut tout à fait le faire. Hein. On est encore aujourd'hui, demain, tout à l'heure, dans nos choix d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre et du coup de limiter le plus possible. Moi, je parle de changement climatique. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Alors après, en faisant ce qu'on appelle une transition, hein, mais une transition juste, c'est-à-dire que tout le monde, enfin que ce ne soit pas les plus vulnérables qui fassent le maximum d'efforts. Hein, du coup, ça veut dire que fait-on des personnes qui travaillent dans les industries, par exemple, très polluantes, ou les gens qui n'ont pas de transport en commun à proximité. Hein, voilà, moi je pense que vraiment c'est possible. Alors, c'est possible aussi donc dans les comportements, mais c'est aussi plus possible, enfin, en tout cas moi c'est ma conviction, dans les choix politiques qu'on fait. Dans, je sais pas moi, 2 mois, je crois, un peu moins, on a des élections. Voilà, et si vous avez, enfin, ça s'étudie une profession de foi. Enfin, qu'est-ce qu'il fait en termes, si vous regardez changement climatique, hein, qu'est-ce que le candidat propose en termes d'atténuation au changement climatique? Vous pouvez regarder aussi adaptation, mais bon, concentrons-nous sur l'atténuation, et puis vous faites votre choix. Si c'est par rapport à la pollution, hein, pour mémoire, hein, j'ai bien revérifié, hein, la pollution de l'air aujourd'hui, c'est en France, hein, en 2025, enfin, sur ces dernières années, par an, c'est 40 000 morts. Voilà, ça veut dire la pollution de l'air, c'est les voitures et le chauffage. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple. Hein. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est des choix qu'on peut faire en termes de zones faible émission, en termes de plein de choses. Enfin, oui, il faut y croire. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. Mais effectivement, c'est pas, et c'est pour ça que j'aimais pas trop la vision apocalyptique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que c'est plutôt dépressiogène que donner envie de se mobiliser. Voilà. Et moi, je crois à la société. Enfin, et puis, les sociétés, on a vécu quand même des crises. Enfin, on en parlait avant la table ronde. Là,
j'en parlais avec quelqu'un d'autre, enfin bref, sur l'épidémie de Covid. Bon, il y a eu, ça a été atroce pour beaucoup d'êtres humains. Moi, j'ai des étudiants qui étaient au lycée, au collège, ça a été extrêmement, ou des doctorants, donc, bref, qui étaient à la fac, ça a été extrêmement dur. Je pense que ça, vraiment, hein, être coupé du monde, bon, on a surmonté. Il reste plein de problèmes, mais on peut le faire. Les communautés scientifiques se sont rassemblées dans un mouvement très très fort de publication collective. Vraiment, il y a eu tout un mouvement. On a trouvé le vaccin. Bon, après, certains prennent un ministre anti-vax, donc forcément, ça aide pas. Mais il y a. Enfin, moi, j'y crois pas. Bon, c'est juste, faut juste le faire. Mais c'est faisable. Enfin, en tout cas, dans une démocratie comme la France, c'est faisable. On a une dernière question qui est juste là, parce que voilà, on n'a plus que le temps que pour une dernière question, et ce sera vous. Merci beaucoup. En fait, c'est pas véritablement une question. Je voulais juste évoquer un film, je trouve, qui est intéressant dans la mesure où il renouvelle un peu les problématiques, en tout cas certaines des problématiques que vous avez abordées ici. C'est un film qui s'appelle Another Earth et qui, très simplement, en fait, part du postulat que tout d'un coup, dans le ciel, à un moment, il y a une autre Terre parfaitement identique à la nôtre, qui a l'air en tout cas parfaitement identique à la nôtre, qui apparaît. Et donc le pourquoi, le comment, c'est pas les questionnements du film. Le film va s'intéresser en fait au parcours intime d'une jeune femme qui porte une certaine culpabilité, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie et qui va en fait commencer à se demander s'il y a une possibilité d'un ailleurs ou d'une autre réalité en fait pour elle sur cette terre. Et je trouve que du coup par rapport à ces questionnements de fin du monde ou de fin d'un monde, comme vous l'avez bien expliqué dès le début, c'est intéressant d'avoir aussi ces questionnements-là, de dire en fait est-ce que justement c'est pas bien qu'un certain monde finisse à un moment et qu'on passe à autre chose. Merci beaucoup. Oui, ça, il faudrait que, oui, effectivement, il faudrait que faire du passé table rase et réinventer le monde, Voilà, exactement. C'est ce qu'on souhaite tous, puisqu'il faut, moins. Il faut qu'on soit dans un monde où il y ait moins de puissance, moins de matière, moins d'agitation, moins de plein de trucs. Il faut ralentir le monde. Il faut baisser la température du monde, qui monte toute seule, mais aussi qui monte parce que certains les chauffent. Et il faut ralentir le monde, ralentir considérablement le monde pour que les emmerdements arrivent plus lentement, ça c'est déjà un point, ce qui laisse le temps éventuellement de s'en protéger ou de les gérer. Et puis que les choses bien arrivent aussi plus lentement, mais c'est pas grave, parce que les emmerdements arrivent aussi plus lentement, et ça c'est important. Alors que là, dans un monde où les emmerdements arrivent à flot continu, et voilà, c'est un peu bazar. Donc il faut changer de monde, absolument, il faudrait. Pas facile à faire en pratique, hein, mais il faut. André ? Je voudrais juste rajouter une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui me paraît important d'évoquer. Le fait de faire reposer le changement sur la responsabilité individuelle en connexion avec des projections de futur qui sont extrêmement négatives, ça donne quand même, j'ai l'impression, surtout comme produit, plus qu'un sursaut, un réflexe survivaliste de on va créer des bunkers, on va s'enterrer. Et du coup, on parlait de rétroaction, j'ai l'impression que c'est plutôt contre-productif, effectivement. Donc ouais, il est temps peut-être, effectivement, de sortir de ce réflexe-là et d'essayer d'obtenir quelque chose un peu plus effectivement à l'échelle macro, quoi, mais du coup macro de la niveau de la société, quoi. Parce que ce réflexe-là, il est un peu délétère et il est encore plus destructeur. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Anne Peggy, merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Roland, merci beaucoup Monté.